YouTube, c'est le nouvel Eldorado. Et ça, c'est plus un secret. On voit de plus en plus d'entreprises s'y mettre, mais heureusement, il reste encore de la place. Seulement, face à l'océan de contenu sur YouTube, on peut être un peu perdu parce que tout se mélange. Il y a des influenceurs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, il y a toutes sortes de contenus qui se mélangent et face à tout ça, on peut être un peu perdu quant à la stratégie à adopter pour se lancer sur YouTube. Au cours des dernières années, j'ai aidé une cinquantaine d'entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube en one-to-one ou avec mon agence, des chaînes qui allaient de 0, 1000, 20 000, 100 000 jusqu'à 500 000 abonnés. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 meilleures stratégies d'entrepreneurs sur YouTube. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous si vous êtes dans l'un des deux cas de figure suivants. Premier cas, si vous prévoyez de vous lancer sur YouTube, parce qu'elle va vous donner la direction à suivre pour ne pas perdre des mois à créer avec une stratégie qui ne va pas marcher pour vous. Et deuxième cas, si vous créez déjà sur YouTube, cette vidéo va vous permettre de checker la pertinence de votre stratégie et de l'ajuster pour aller potentiellement encore plus vite. On va parcourir ces 5 stratégies de la plus nichée à la moins nichée. C'est parti. La première stratégie, ça va être celle du spécialiste. Ici, on va parler d'entrepreneurs qui veulent s'adresser à une petite audience de niche, mais de grande qualité. Ce que moi, je vais appeler une stratégie low view high ticket, donc une petite audience, mais extrêmement ciblée. Par exemple, ça va être un entrepreneur qui va parler uniquement de vente et qui derrière va proposer un service pour les commerciaux ou pour les entrepreneurs qui veulent se former à la vente, typiquement. Cette stratégie-là, elle va souvent être pertinente quand vous avez déjà un business, déjà une offre qui est plutôt high ticket, donc à 1000, 2000, 5000, 10 000 euros ou plus à vendre et que vous avez simplement un enjeu de mettre cette offre en face de l'attention de plus de vos prospects. Que vous n'êtes pas là pour devenir connu, que vous n'êtes pas là pour créer une marque mainstream, mais que vous voulez juste convertir davantage. Et donc ça peut se faire via le levier de la génération de leads, donc vous faire découvrir grâce à votre chaîne YouTube, ou via le levier du nurturing, c'est-à-dire de voir vos vidéos YouTube comme des ressources qui répondent à toutes les problématiques de vos prospects, de vos clients, à toutes les questions qui se posent, qui leur donnent du coup de la valeur et qui permettent d'éduquer entre guillemets vos prospects et votre marché à votre thématique et à augmenter la confiance qu'ils ont avec vous pour ensuite passer à l'action. Ce genre de stratégies-là, elles vont être très pertinentes pour les gens qui ont par exemple une agence, pour les freelances, pour les formateurs, les gens qui ont un programme d'accompagnement, ou même pour les consultants qui vendent de la prestation à étiquette. Ici, cette strat, elle est faite pour vous si vous êtes OK avec le fait de dire vivons heureux, vivons cachés, si vous ne voulez pas devenir créateur de contenu, si vous voulez juste vendre davantage avec votre entreprise. En revanche, les limites de cette stratégie, c'est qu'elle va forcément être un petit peu capée puisqu'on peut un petit peu s'enfermer dans sa niche et puis elle ne permet pas d'être extrêmement créatif puisqu'on est plutôt en train de faire du contenu, on va dire, actionnable de spécialistes, etc. Des exemples de gens qui font ça, ça va être par exemple Brian Moncada aux US dans la niche YouTube Ads, Aléric Eck de la même manière, qui va faire des contenus qui expliquent et qui vulgarisent YouTube Ads pour derrière vendre de la presta sur YouTube Ads. En France, on va avoir des gens comme par exemple Quentin Despa qui fait sur la thématique de la vente, va faire des vidéos et puis va ensuite aller former des équipes de commerciaux en entreprise. Voilà un petit peu cette première stratégie, la stratégie du spécialiste. L'avantage de la stratégie du spécialiste, c'est que là, on est extrêmement niché. Donc, la concurrence va être beaucoup plus faible en termes d'attention à gagner. Si vous faisiez des vidéos mainstream grand public, vous seriez en concurrence avec Fortnite, avec Netflix, avec tous les youtubeurs divertissement, avec beaucoup de monde. Donc, vous devriez mettre énormément d'efforts dans vos vidéos, les scripts, les montages, etc. Dans une micro-niche, ça ne va pas être le cas parce que les gens vont vous écouter pour ce que vous avez à dire. Si vous possédez, vous, une expertise qui est un petit peu rare, eh bien, ça va être ça votre différenciateur et les gens vont être là pour écouter ce que vous dites et non pas pour se divertir. Ce qui fait que vous n'allez pas être obligé de faire des montages compliqués, vous n'allez pas être obligé non plus de scripter de manière extrêmement complexe vos vidéos. Vous allez pouvoir rester assez minimaliste sur la forme et donc la barrière à l'entrée technique va être beaucoup plus faible. Et ça, c'est un unfair advantage de cette stratégie du spécialiste. Et en fait, c'est là où il y a un écueil dans lequel peuvent tomber pas mal d'entrepreneurs. Ils veulent tout de suite commencer à copier ce qu'ils voient, c'est-à-dire les gros créateurs. Ils vont vouloir faire des vidéos très produites, ils vont vouloir faire des shorts, ils vont vouloir faire plein de choses qui en fait sont nécessaires pour gagner l'attention quand on crée en mode mainstream, en mode youtubeur, mais sont totalement overkill et ne sont pas nécessaires du tout quand on crée en mode entrepreneur spécialiste.
Cette stratégie, c'est vraiment la ligne droite la plus rapide pour faire des ventes grâce à YouTube. Et comment l'exécuter concrètement? Alors, même si beaucoup d'agences vont vous faire croire que c'est extrêmement compliqué, qu'il faut faire des stratégies complexes, etc., cette stratégie-là, finalement, elle est relativement simple. Elle consiste à prendre tous les problèmes que vivent vos prospects, avoir une vision très claire de qui est votre client cible idéal et de faire des vidéos qui répondent à ces problèmes. Globalement, si on veut être 80-20, ça revient juste à faire ça. Vous pouvez d'ailleurs récupérer des enregistrements de tous vos calls avec vos clients, etc., ou même avec vos prospects pour faire votre idéation. Une bonne pratique ici, ça va être d'enregistrer tous vos calls au quotidien. Vous pouvez utiliser par exemple Fathom.ai qui va faire des transcriptions et des résumés de vos calls. Et ensuite, vous pouvez par exemple une fois toutes les 2 semaines récupérer ces transcriptions, les mettre dans ChatGPT et lui dire de vous ressortir les idées majeures de contenu que vous pourriez développer. Et rien que ça, avec une petite routine et en faisant par exemple des looms en filmant votre ordinateur, vous aurez déjà un truc minimaliste, un peu 80-20 pour vous mettre le pied à l'étrier sur une stratégie de ce type. C'est une très bonne manière de démarrer, mais cette stratégie va aussi atteindre des limites, notamment si vous voulez créer une véritable marque, sortir de votre niche, élargir la confiance qu'il y a envers votre nom, être plus créatif, etc. Et ça, pour l'adresser, il va falloir s'orienter vers une des 4 autres stratégies qu'on va voir après. La seconde stratégie, elle est vraiment redoutable, c'est celle du guerrier triomphant, autrement dit de l'entrepreneur. Ici, souvent, ça va être des entrepreneurs qui ont créé des boîtes, qui ont déjà eu des achievements impressionnants et qui vont simplement le raconter sur YouTube, sans fioriture. Donc, par exemple, en France, il y a Guillaume Moubèche qui fait ça très bien. Il y a aussi Grégoire Gambato qui vient de lancer sa chaîne YouTube, qui lui, avant, créait beaucoup sur LinkedIn, qui avait justement 100 000 abonnés sur la plateforme et qui est maintenant a lancé une nouvelle boîte et est en train de raconter sur YouTube tout ce qu'il apprend en développant sa boîte à San Francisco, etc. Ça va être des gens aussi comme par exemple Théo Lyon qui font ça en France. Et aux US, il y a d'autres types de personnes qui le font comme Leila Hormozi ou Grant Cardone. Et ça, on va en parler juste après parce que vous allez voir que c'est un peu différent et c'est super intéressant aussi. Ici, l'idée, c'est que ça vient souvent d'une intention de give back. C'est des entrepreneurs qui ont eu un niveau de succès, qui créent leur contenu simplement pour laisser une trace, pour rendre de la valeur à leur audience et pour aider les autres à monter avec eux. Souvent, il n'y a pas vraiment d'intention de vente et c'est ça qui rend la stratégie assez unique, c'est que finalement, elle n'est pas, entre guillemets, salie par une intention commerciale et donc ça crée une relation vraiment sincère et authentique et ça se démarque en fait de tous les contenus ultra marketés ou alors ultra professoral avec des injonctions de vous devriez faire ça, ça, ça. Là, c'est vraiment j'ai créé mon entreprise, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai appris sur la route. Donc, il y a une notion un peu de documentation des apprentissages. Cette stratégie-là, elle est vraiment top pour tous les gens en plus qui n'ont pas le temps, puisqu'elle va pouvoir être faite avec des vidéos extrêmement raw. Par exemple, les vidéos de Guillaume Moubèche, Grégoire Gambato, etc. C'est des vidéos où en fait, ils se filment juste et ils parlent, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, ils cut, c'est upload sur YouTube et terminé. Ça leur nécessite 30 minutes de faire une vidéo à peu près et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est pour ceux qui le font eux-mêmes. Mais il y a aussi une autre catégorie de CEO, comme par exemple Leila Hormozi ou Grant Cardone, qui ont une approche encore un peu différente. Et eux, en fait, ils ont des équipes qui créent du contenu autour de leur vie sans forcément qu'ils aient besoin de bloquer dans leur agenda des plages de création de contenu. Donc typiquement, Leila Hormozi, elle va avoir un filmmaker qui la suit, qui lui pose des questions, etc. lorsqu'elle est en déplacement entre 2 rendez-vous, qui va la filmer même dans la voiture, qui va la filmer quand elle donne des conférences, etc. Et en fait, l'idée ici, c'est d'introduire de la création de contenu sans que Leila ait besoin de créer du contenu en tant que tel, mais c'est plutôt de capter ce qui est déjà existant. C'est quelque chose qui a énormément fait également Gary Vee, puisqu'il y avait un filmmaker qui le suivait H24 pour filmer tout ce qu'il faisait, toutes ces petites conversations informelles quand il descend de scène, etc. Alors évidemment, on n'est pas tous Gary Vee et ça marche bien pour des CEO qui ont déjà un quotidien fascinant, etc. Pour les entrepreneurs un peu plus débutants, ça va être overkill de partir là-dessus, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête pour une vision long terme, dire que ça existe. Quel est le business model derrière cette stratégie du CEO, du guerrier triomphant? Justement, il n'y a pas vraiment de business model. On est vraiment sur la logique de créer un asset long terme, un lien avec son audience, mais finalement, il n'y a pas de sujet de monétisation à court terme. Cela dit, c'est aussi une sorte d'assurance vie pour ces créateurs-là, puisque toute cette réciprocité qui va se stacker avec leur audience, elle a une valeur. Ils ne la convertissent pas en argent, mais déjà, ils peuvent la convertir en réseau, etc. Ça leur permet de faire
du nurturing dans leur réseau, c'est-à-dire de rester dans les esprits, même des gens qu'ils ont rencontrés. Donc ça veut dire qu'entre un entrepreneur qui est dans l'ombre et un qui crée de cette manière-là, potentiellement celui qui crée, quand il va contacter son réseau va lui répondre plus rapidement, etc. Donc il y aura une forme d'avantage en nature un petit peu implicite qui va se mettre en place. Et simplement, avec l'audience, il y a de la réciprocité qui va se stacker. Et le jour où cette personne veut lancer un produit, quelque chose, ça va pouvoir se faire comme un éclair. D'ailleurs, Théo Lyon en parlait, je crois, récemment dans une vidéo où il avait un peu le chant des sirènes de s'il lançait un infoproduit, un accompagnement, etc., il pourrait rentrer énormément de cash tout de suite, mais il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de faire ça. Mais c'est quelque chose qu'avait fait, par exemple, Oussama Hamar en 2023. Oussama Hamar, c'est un entrepreneur qui avait créé du contenu quand il était chez The Family, qui est un incubateur de start-up, et il donnait de la valeur, donc il a créé une audience comme ça. Et ensuite, quand The Family est un peu parti en explosion, que lui s'est retrouvé tout seul de son côté à relancer des choses, il a lancé une formation avec Yomi Denzel. Ils ont fait un live et en fait, il a d'un coup fait sur un live, alors j'ai un doute sur le chiffre, je ne sais plus si c'était 1 million ou 3 millions d'euros de ventes comme ça sur un webinaire. Parce qu'en fait, ils ont capitalisé sur toute cette réciprocité que lui, il avait construit avec son audience au cours des années. Donc là, ça revient un petit peu à aller à la banque et à retirer son cash, à retirer sa réciprocité. C'est un peu ce qu'il a fait à ce moment-là. Forcément, ça va casser un peu une notion de confiance, de réciprocité qui était là puisqu'on va commencer à vendre. Mais voilà, ça représente un peu une sorte d'assurance vie pour ces créateurs-là. Cette strat, elle est parfaite pour vous si vous avez déjà des gros achievements. Donc, si vous avez une boîte qui fait plus de 5 millions par an en France, par exemple, c'est juste excellent, no-brainer de partir là-dessus. Si vous avez une volonté de give back et si vous êtes là pour construire aussi quelque chose sur le long terme, ça va être parfait pour vous. Par contre, ça ne va pas être hyper accessible comme stratégie. Et pour ça, on a les 3 suivantes qui arrivent, notamment celle juste après que j'aime bien, qui est celle du synthétiseur. Le synthétiseur, il est vraiment entre l'entrepreneur et le créateur. Il est à 50% entrepreneur, à 50% créateur de contenu. Des synthétiseurs, ça va être des gens comme par exemple Danco aux US, qui va parler de sujets assez larges sur la productivité, la création de contenu, le business, etc. Il y a toujours une dominante un petit peu business, mais c'est abordé un petit peu à la manière d'un créateur de contenu. En France, ça va être des gens comme par exemple Antoine BM, Emilio Abril, peut-être Thibault Louis sur LinkedIn éventuellement. Globalement, des gens qui s'intéressent au business, mais qui s'autorisent à aussi faire des pas de côté sur des thématiques un peu plus larges, sur du développement personnel, de la productivité, de la santé, etc. Et globalement, eux, leur mode de fonctionnement, c'est qu'ils aiment apprendre, ils aiment partager ce qu'ils apprennent, ils aiment expérimenter et ils vont toucher à plein de sujets sans forcément devenir micro-spécialiste sur un sujet, mais plutôt avoir un peu l'approche 80-20 sur tous les sujets. Leur chaîne YouTube, ça va être un petit peu leur sanctuaire de pensée, ça va être un peu leur journal de bord. Dès qu'ils vont apprendre une nouvelle thématique, ils vont la documenter dessus. Donc par exemple, ça va être, je ne sais pas, le Danco qui va traiter de l'IA, qui va commencer à s'intéresser à tous les outils IA, etc. Il va rédiger une sorte d'essai pour synthétiser tout ce qu'il a appris sur l'IA et le partager. Ou alors, il va mettre en place des outils dans son quotidien de créateur, etc. Et il va faire une vidéo où il explique comment il a optimisé ses process, etc. Ou ils vont même pouvoir utiliser leur chaîne un petit peu en mode think in public, où ils vont partager leurs pensées jour après jour, l'évolution du marché, etc. Et ils vont avoir une audience qui va les suivre davantage pour leur personnalité, pour leur capacité à vulgariser l'information, que pour les sujets dont ils parlent en tant que tels. Souvent, les synthétiseurs, ça va être des gens qui vont derrière avoir une patte un petit peu de créatif et qui vont avoir un business souvent dans le monde digital, business en ligne, donc qui vont vendre des formations, des produits digitaux, etc. Parfois des produits un peu mid-ticket, donc pas forcément des gros accompagnements, etc. Mais plutôt ils vont juste vendre de la connaissance pour 500 euros, 800 euros, 1000 euros, enfin peu importe. Mais globalement, c'est souvent ce genre de business model qu'il y a autour de ce profil de créateur. Et eux, leur sujet, ça va être d'une part de travailler leurs muscles créatifs en créant régulièrement, d'autre part de bien se nourrir en lisant régulièrement et aussi de bien se ressourcer en coupant les notifications, en partant en balade, en faisant de l'espace pour la création de contenu. Ce profil-là, il a vraiment, on va dire, 50% de son cerveau qui tourne sur le sujet de la création de contenu de manière un petit peu générale. Ça va être un vrai travail de fond. Donc, il apprend, il raconte ce qu'il apprend et une fois qu'il a raconté tout ce qu'il avait appris, il va vivre des nouvelles expériences, se mettre un peu dans une posture d'aventurier et il viendra les raconter à nouveau sur YouTube. Ici, on n'est pas dans une logique de chaîne ultra mainstream parce que souvent leurs audiences, ça va plutôt être un peu
des petits clubs privés, on va dire, qui vont être plus ou moins larges. D'ailleurs, pour encore plus travailler le lien avec leur audience, souvent ces créateurs, ils vont avoir un canal secondaire, donc ils vont avoir la chaîne YouTube qui les fait découvrir, mais ils vont avoir souvent une newsletter par exemple, ou alors un canal Telegram où ils vont faire du contenu encore plus ciblé sur leur audience cœur et ils vont vraiment avoir des fans hardcore. Donc ça, c'est assez cool. Et ce profil-là, cette stratégie-là, c'est sans doute un des modèles les plus optimistes en termes de liberté, les plus optimisés pour la liberté, mais il y a toujours quand même la contrainte qu'ils ont un enjeu aussi de vendre avec leur chaîne. Donc, ils doivent aligner leur contenu, leur discours à aussi un intérêt commercial. Donc, parfois, l'alignement se fait très bien et ça va être hyper fluide, mais parfois, ça peut aussi créer une sorte de friction, de distinction au sein de l'état d'esprit du créateur qui va avoir envie de parler de certains sujets, mais en fait, ses produits ne vont pas forcément être alignés. Donc, après, il va devoir soit créer des nouveaux produits, soit avoir un peu de friction. Donc, tout n'est pas rose non plus. Mais ça, c'est une strat qui est sympa pour les créateurs. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur la chaîne d'analyse de la stratégie de Danco il y a 1 an maintenant, qui rentre un peu plus dans le détail. Là, je vous donne la vue d'ensemble, mais sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui donnent vraiment le plan concret, enfin, les types de vidéos, etc. dans le micro actionnable. Par ailleurs, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez de l'aide après pour mettre de la clarté sur quelle stratégie choisir pour vous, comment la dérouler, etc., nous, c'est ce qu'on aide les entrepreneurs à faire. Donc, vous pourrez prendre un call avec moi en description. C'est moi qui prends tous les calls. Ça vous concerne si vous avez déjà un business, etc. et que vous voulez lancer la brique YouTube ou que vous avez déjà une chaîne YouTube, que vous voulez challenger la strat. Bref, vous pouvez prendre un call si ça vous intéresse. Et nous, on passe aux 2 derniers archétypes. Et maintenant, le 4e, c'est l'entertainer. L'entertainer, il va approcher YouTube plutôt comme un YouTuber. Mais une approche de YouTuber, toutefois, dans une niche assez monétisable, dans une niche plutôt business ou dev perso, sur lesquels il y a un potentiel de monétisation. Les entertainers type dans le business en ligne, par exemple, ça va être Marketing Mania, ça va être Finari qui le fait sur la thématique de l'éducation financière, mais qui aborde YouTube comme un YouTuber. On en avait parlé aussi sur la chaîne dans une autre vidéo. Il y a Niklas Christel qui est un créateur qui crée il y a maintenant 3-4 ans sur la thématique de la création vidéo, donc du filmmaking. Et lui, il avait cette approche pareil d'entertainer, donc il va aller parler de dev perso et de vidéo, mais vraiment comme un YouTuber. Il était monté à 1 million d'abonnés sur sa chaîne. Et généralement, l'enjeu ici, ça va être de taper plus large et donc d'utiliser tous les codes de YouTube pour gagner cette compétition. Parce que là, vous voyez, au sein de ces archétypes, on est en train de monter. On était parti très niché et là, on commence à être sur des archétypes beaucoup moins nichés. Et donc forcément, on fait la guerre de l'attention contre beaucoup plus de monde ici. On se bat contre Netflix, Fortnite, contre tous les YouTubers, contre plein de monde comme on en parlait tout à l'heure. Donc pour des entertainers, il y a un vrai enjeu d'avoir des sujets déjà tendances, donc c'est-à-dire de prendre sa niche et d'identifier quels sont les sujets les plus tendances dans sa niche. Donc par exemple, dans le dev perso, les sujets tendances, il y a 3 ans, c'était la dopamine détox, c'était couper les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets tendances. Mais par exemple, pour Finari, les sujets tendances, ça va être Bernard Arnault, comment il est devenu milliardaire par exemple. Ça va être Xavier Niel, comment il est devenu milliardaire. Ça va être c'est quoi le secret derrière les holdings. En gros, c'est tous les sujets qui attirent déjà un peu l'attention du public. Nous, on n'est pas là pour générer de l'attention, on est là pour se positionner dans un flux d'attention en fait, en tant que créateur ou entrepreneur. Et donc voilà, c'est un enjeu de trouver des sujets tendances. C'est aussi un enjeu de trouver des angles uniques parce que, ces sujets ils existent, mais ce qui compte en fait, c'est comment est-ce qu'on aborde le sujet avec un angle qui est un petit peu nouveau. Par exemple, c'est ce qu'avait fait à l'époque Marketing Mania quand il faisait des vidéos sur le groupe de rap PNL. Tout le monde parlait déjà du groupe de rap PNL, mais lui, il l'avait abordé sous PNL est une marque de luxe et donc sous la stratégie marketing derrière PNL. Un autre créateur qui fait ça très bien, c'est Yann Leonardi, qui va lui étudier les stratégies de branding de grandes entreprises. Et donc lui, il avait fait par exemple là, récemment une vidéo sur Domino's Pizza, pas du tout Domino's Pizza, Decathlon. Et il compare Decathlon à un cartel de la drogue. Il compare leur stratégie marketing à un cartel de la drogue. Donc là, il arrive avec un angle unique. Pareil, il avait étudié la stratégie marketing de Booba. Donc là, en fait, c'est prendre un sujet connu et l'adresser avec un angle qui soit unique, qui ne soit pas trop vu et qui soit aussi un angle de spécialiste quelque part. C'est-à-dire qu'on prend des sujets qu'on pourrait qualifier de top funnel qui attirent l'attention et on les adresse avec un angle qu'on pourrait qualifier de bottom funnel, un angle de spécialiste. Parce qu'on ne veut pas juste être youtubeur, on veut être entrepreneur qui utilise YouTube.
Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement puissant dans certains cas. Mais ça peut être contre-productif pour vous. On va voir dans quel cas juste après. Mais c'est super puissant si par exemple, vous avez un business de low ticket, que vous vendez des tout petits produits, ou à la limite de mid ticket, à la manière de Marketing Mania qui vendait des formations à 500 € par exemple, ou 1000 €. Ça va être très puissant pour vous aussi si vous avez déjà un produit B2C en mid ticket, que vous le vendez déjà peut-être avec des webinaires, avec des challenges, que vous faites déjà, vous êtes déjà un funnel très puissant et que vous voulez ajouter une brique de notoriété pour réduire les coûts d'acquisition de vos pubs. Ben là, par exemple, des boîtes qui font des millions sur des challenges, etc., et qui veulent ajouter cette brique YouTube, ça peut être super intéressant pour eux. Alors ça d'ailleurs, c'est un sujet qu'on est en train de travailler avec un de mes clients, donc peut-être qu'on fera un rétexte sur la chaîne, mais voilà, il faut le temps qu'on mette en place. En tout cas, ça peut être très puissant. Ça peut être très puissant aussi si vous voulez juste vendre l'attention, genre faire des placements de produits, du YouTube AdSense, etc. Mais là, on rentre vraiment dans un schéma de YouTuber. Ou si vous voulez faire de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire, vous dites, moi, je veux être meilleur en création de contenu qu'en création de produits. Ben, dans ce cas, je vais vendre les produits des autres, soit des produits e-commerce, etc., physiques, soit de l'affiliation avec des autres formateurs. Donc là, typiquement, si vous avez une audience business, ben, vous pouvez après aller faire des deals avec, je ne sais pas, des gens qui vendent de l'accompagnement, de la formation, etc., leur envoyer du flux et récupérer une partie des sous. Donc, comment est-ce qu'on met ça en place? Bah, si vous êtes entrepreneur, soit vous décidez de vous dédier à de la création de contenu, à de libérer beaucoup de temps dans votre agenda, soit vous créez un pôle contenu en interne. C'est ce qu'a fait Mounir de Finari, il en parlait dans une interview. Et là, c'est vraiment un enjeu d'avoir un pôle contenu de gens qui sont des tueurs en créa de contenu. Et vu que vous devenez juste le comédien de la chaîne, vous venez lire votre prompteur une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, et ça dégage. Voilà. Ce profil, il va être top pour vous si vous avez des vrais intérêts business à le faire. Parce que si aujourd'hui vous vendez du high ticket, etc., peut-être que cette strat, elle ne va pas être adaptée à vous. Parce que si c'est pour attirer une masse d'audience un peu poubelle, alors que vous vendez un produit de niche, ça ne sert à rien. Par exemple, si vous vendez moi ce que je dis, c'est si tu vends de la préparation mentale à des sportifs de haut niveau et que tu commences à faire une chaîne mainstream sur le sport ou la santé et que tu es regardé par des gens qui sont retraités, des gens qui font pas de sport et tout, bah en fait, ok, c'est cool, mais ça fait des vues, mais il n'y a peut-être pas un super alignement. Donc, c'est toujours une notion d'alignement entre vos intérêts, ce que vous êtes en train de construire et la strate de contenu. Et se comparer avec les gros, c'est cool, mais ça peut mener à faire des mauvais choix. Se comparer avec Yomi Denzel, avec Alex Hormozy, c'est pas forcément une bonne idée parce que eux sont à un stade où ils sont en train de construire de la noto, où ils ont déjà des funnels et tout. Si vous matchez plutôt un archétype de spécialiste, par exemple, ne faites pas entertainer, faites spécialiste. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, dites-moi en commentaire et puis dites-moi aussi quel archétype sur quoi vous partez ou sur quoi vous créez déjà. Ça m'intéressera de vous lire. On va passer maintenant au 5e archétype qui est l'évolution de l'entertainer, qui est l'entertainer sous stéroïde, qui est le média. Le média, ça va être un peu une variante évoluée de l'entertainer qu'on a vu juste avant. Là, l'objectif, ça va être vraiment de générer de l'attention de la manière la plus massive dans votre niche. On va être sur un jeu de temps long. Typiquement, des médias, ça va être par exemple ce que fait Micode sur sa chaîne YouTube ou avec la chaîne Underscore, où eux, ils ont un média dans l'univers de la tech. Donc, ils vont inviter les plus gros experts en IA, etc. et faire une espèce de talk show qui va faire beaucoup de vues, mais dans la thématique de la tech. Ça va être ce que fait par exemple Legend de Guillaume Play, où il va aussi avoir, du coup, il va recevoir des gens, des personnalités, etc. et où ils vont aussi avoir leur émission Legend Business. Et là, on est sur un business model totalement différent, puisque par exemple, pour passer sur Underscore ou pour passer sur Legend, pour être invité sur le média, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer assez cher. Par exemple, je crois que sur ces médias-là, ça peut aller de 10K à 80K, ne serait-ce que pour passer sur le média. Alors 80K, c'est plutôt, je crois, pour les jeunes business, il faudrait vérifier le chiffre, mais je crois que c'est un peu dans ces eaux-là, quoi. Donc l'idée ici, c'est de dire que la création d'un média, au début, ça a très peu de valeur quand il n'y a pas encore de vues, etc. Par contre, on construit sur le long terme et à terme, chaque émission prend toujours autant de travail à produire, mais chaque émission a de plus en plus de valeur et une fois que vous avez l'audience, vous avez un asset, un advantage de dingue. Le business model derrière, ça va être le sponsoring ou ça va être l'affiliation ou ça va être effectivement de faire payer des gens pour passer sur le média. Et l'enjeu ici, ça va être surtout d'associer son image à les figures les plus emblématiques de votre niche. Donc par exemple, si on est sur un média business, on va vouloir avoir comme invité les invités business les plus connus. Si on est sur un média politique, on va vouloir avoir tous les candidats à la présidentielle, on va vouloir avoir
des gens connus en politique, des anciens présidents, etc. Vous avez un peu compris l'idée. Si on est un média sur le sport, ok, on va peut-être chercher à avoir des sportifs olympiques, les têtes d'affiche en fait de chaque catégorie. On va vouloir inviter Léon Marchand, voilà. On va vouloir faire ce genre de truc. L'approche média, elle est particulièrement intéressante dans 2 cas de figure. Le premier, c'est si vous voulez réellement créer un business qui est un média et qu'en fait votre business c'est le média. Et le deuxième, c'est si vous avez un véritable enjeu à aller évangéliser votre méthode, votre mécanisme, ce que vous vendez au grand public. Donc c'est une question qui va se poser par exemple pour des pros de l'accompagnement, mais une fois qu'ils font déjà 3 millions par an, quoi. Ce n'est pas un truc qui va se poser forcément au départ. Et j'ai un exemple pour vous illustrer là ce que j'essaie de vous dire. Moi j'avais une cliente qui a un business dans l'alimentation où elle, en fait, elle vend à du B2C. Et parfois, ça lui arrive de se faire taper dessus par des acteurs traditionnels de son marché. Parce qu'elle elle a une approche un peu innovante, etc. Et les acteurs traditionnels en place la voient d'un mauvais œil. Elle, typiquement, elle a un vrai enjeu de création de confiance autour de sa marque, son mécanisme, etc. Et elle s'adresse à du grand public. Donc elle, d'un point de vue relation presse, elle a tout intérêt à aller passer sur des gros médias, voire à monter son gros média et à faire découvrir sa méthode au grand public parce qu'en fait, elle a tout à y gagner et rien à y perdre. A l'inverse, quelqu'un qui vendrait du high ticket à une petite niche, un truc qui est totalement obscur du grand public et de toute façon le grand public ne sera jamais client, lui, il aurait tout à perdre à passer sur un média mainstream et rien à y gagner. Parce qu'il gagnerait 3 pauvres clients, mais il se prendrait des scandales, des trucs et tout, parce que personne ne comprendrait, parce qu'il y aurait un gap de niveau de conscience trop gros, il n'y aurait pas d'alignement business. Donc voilà, ça c'était juste un disclaimer pour dire que le média c'est cool, mais ce n'est pas forcément une priorité selon votre niveau de développement et votre enjeu. Et souvent, le média, ce n'est pas une petite stratégie de contenu sur le côté, c'est un business à part entière. Créer un média avec un nom, legend, underscore, etc. Vous voyez l'idée. Pour récapituler, si vous voulez vendre directement et avoir la plus faible barrière à l'entrée, commencez par être un spécialiste. Si vous avez déjà accompli de grandes choses, vous pouvez prendre la posture du guerrier triomphant qui sera super intéressante pour vous. Si vous vous sentez plutôt une âme de créatif, de créateur que d'entrepreneur, le synthétiseur vous ira sans doute comme un gant. Si vous adressez à un public plus large, que vous vendez du low ticket, du mid ticket ou que vous avez un enjeu de notoriété, l'entertainer sera sans doute une très bonne approche. Et enfin, quand votre entreprise sera énorme et que vous voudrez contrôler votre image, se posera la question de passer sur des médias ou de créer le vôtre. Une fois que vous aurez choisi votre archétype, il faudra dérouler le plan. Et si vous voulez de l'aide pour ça, encore une fois, vous pouvez prendre un call avec moi et ce sera un plaisir de faire le point sur votre situation et moi je vous dirai si on peut vous aider ou pas. Dans tous les cas, l'idée c'est que vous repartez de ce call avec plus de clarté qu'à votre arrivée. Et dans tous les cas, commençons par choisir notre archétype, mais n'oublions pas que toutes ces cases, elles sont là pour être brisées et qu'on peut aussi créer la nôtre. Maintenant que vous savez dans quelle direction vous rendre, voilà le plan à suivre.